Salut à vous, chers téléspectateurs. Une fois de plus, nous remercions le hasard qui vous a fait tomber sur ce programme. Alors, ne touchez plus à vos télécommandes car c'est un ordre de la présidence. En effet, l'invité du jour est un illustre journaliste, éditorialiste du journal officiel, biographe du président de la République, expert en la famille présidentielle. Vous avez compris, il s'agit bien de M. Diderot Yabito. Bonsoir, M. Diderot. Bonsoir, monsieur. Le président de la République vient de réduire son gouvernement. Quel est le bien fondé d'une telle mesure? Voilà, le chef de l'État a tenu compte de la masse budgétaire. Le gouvernement passe de 32 ministres à 24. Imaginez-vous le profit financier d'une telle mesure? Je ne vous convie pas à un exercice de mathématiques, mais sachez que, avec cette mesure, le pays profite d'une somme faramineuse. Seulement, les citoyens sont surpris de la disparition de certains ministères qu'on considérait de ministères clés, à l'exemple de celui de l'agriculture, des eaux et forêts, de l'élevage et de l'habitat. Le chef de l'État est mieux placé pour juger de l'inutilité d'un ministère. C'est pour cela qu'il n'existe plus. Un ministère comme l'agriculture, par exemple, il est incontournable. Pourquoi le serait-il? Dans notre pays, tout le monde fait l'agriculture sans attendre les décrets et autres. On n'a pas besoin d'un décret pour savoir quelle est la période de l'année où il faut semer le mil. L'agriculture se transmet de père en fils, de mère en fille. Ce n'est pas le ministre qui nous indiquera quoi faire. Et si on parlait du ministère des eaux et forêts qui a disparu lui aussi? C'est la même chose. Nos fleuves et nos rivières se portent bien grâce au climat. Depuis que ce ministère existait, avez-vous entendu qu'il a créé un fleuve? Quant à nos forêts, elles n'ont rien à attendre d'un ministère pour leur épanouissement. De toutes les façons, si un ouragan vient à passer par là, il n'y aura aucun décret ministériel pour le dévier. Il y a un aspect important. Je voudrais parler de la protection des espèces animales. Monsieur, pensez-vous que vous êtes assez protégé? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Non, dites-moi. Comment pouvez-vous trouver qu'une mesure qui fait profiter de l'argent aux citoyens, par conséquent, qui les protège, qu'elles soient mauvaises parce que selon vous, les singes et les gorilles valent mieux que l'homme? Pendant que nous y sommes, annulons le ministère de la Jeunesse et la Femme pour créer celui des gorilles et un autre pour les chimpanzés. Vous parlez de la volonté de réduire les dépenses. Que dire alors de la création d'un nouveau corps d'élite auquel on a doté des véhicules sophistiqués et de gadgets de dernier cri? Mais la sécurité d'une nation commence par la sécurité du chef de l'État. On ne dépense jamais assez pour sécuriser la présidence. Les populations se plaignent et cela ne semble pas préoccuper les dirigeants. Le peuple trouve que le prix de panier de la ménagère augmente de jour en jour. Pourtant, on assiste à une augmentation des produits alimentaires tels le sucre. Vous croyez que pendant que les gens souffrent, je viens ici pour polémiquer? Non. Vous parlez d'augmentation du prix du panier de la ménagère. Vous parlez d'augmentation des produits alimentaires. Mais vous ne soulignez pas que le gouvernement a augmenté la cigarette et les produits plasticoles. C'est pour cette augmentation que le peuple crie. Écoutez, monsieur, savez-vous où va l'argent de la ménagère? Cet argent va à la bière et à la cigarette. Le chef de l'État, qui est parfaitement au courant de la vie de ses administrés, a bien fait d'augmenter l'alcool et la cigarette. Nous avons mené une enquête après cette mesure et nous avons constaté que les bars se vident et l'argent retourne entre les mains des épouses. Oui, mais il y en a qui continuent de boire et de fumer même si les prix venaient à tripler. Nous le savons. C'est pour cela que cette augmentation va dans le trésor public qui récupère cet argent et subventionne le riz et le maïs au profit de la ménagère. On comprend bien le cas du tabac et de l'alcool. Mais alors, pourquoi avoir augmenté le sucre? J'ai les documents ici. Les voilà. Nous nous préoccupons de la santé de la population. Le pourcentage de caries dentaires est élevé. Nos enquêtes ont démontré que les habitants de ce pays consomment exagérément du sucre. La meilleure façon de les protéger du diabète et de garder saine leur dentition, c'est tout simplement de les décourager de ne plus consommer du sucre, en augmentant bien évidemment son prix. La presse se plaint. Le syndicat des journalistes a tenu une réunion pour demander plus de liberté et un traitement financier favorable. Les autorités en charge sur la question sont demeurées sourdes.
Un éclairci peut-être. Vous qui êtes devant moi, de quoi vous plaignez-vous? Ce n'est pas de moi qu'il s'agit. À la salle du peuple, il y a eu une réunion des syndicats des journalistes. De la presse privée? Vous êtes au courant? Bien sûr que je le suis. Ils ont fait une série de revendications. Entre autres, ils réclament une subvention. Ils veulent des subventions parce qu'ils écrivent quoi? Des gens qui voient tout en noir. Le chef de l'État inaugure une route. Ils écrivent en gros titre. Encore une qui va tuer la population. Le chef de l'État crée une université. Je vois un titre qui paraît toujours les formations. À quand les entreprises? Le chef de l'État inaugure un centre d'incinération. En grand titre de papier, je lis, voilà la meilleure façon de faire disparaître les ennemis de l'État. Écoutez, ils peignent tout en noir, alors qu'ils sachent que cette couleur obscurcit leurs revendications. Ils disent que le gouvernement subventionne pourtant ces médias pro-présidentiels. J'avoue ne pas vous comprendre. Il y a là deux cas. Vous avez d'une part des techniciens et d'autre part des gens créés sur l'État. Excusez-moi, M. Diderot, mais ces journalistes sont sortis tous de la même école. Ils peuvent être sortis de la même école, mais ils n'ont pas eu les mêmes notes. Voilà. L'une de leurs revendications porte sur la liberté de la presse. Si la presse n'était pas libre, vous ne serez pas en train de me poser des questions sur la gestion de l'État. La presse est trop libre dans ce pays. Ces gens-là réclament plutôt le libertinage, chose que le chef de l'État, qui est jaloux des institutions, ne peut tolérer. Si la presse est libre, pourquoi avoir emprisonné le chef de leur syndicat? Il est bien traité. Mais il est en prison. C'est pour sa protection qu'il est en prison. Ce monsieur a commis une telle infamie que la population a failli le lyncher. Il a outragé le chef de l'État. Cela n'a rien dit au président. Pourtant, les partisans du chef de l'État lui en voulaient tellement. Alors, pour éviter qu'il soit tué, il n'y avait qu'à le garder. Et il sortira donc très prochainement. Bien sûr qu'il sortira. De toutes les façons, la prison n'étant pas un cimetière, tous ceux qui entrent finissent bien un jour par ressortir. Ce que vous dites ne nous laisse pas d'espoir. Pourquoi? Je vous ai dit qu'il sortira. J'ai seulement indiqué que personne ne demeure éternellement en prison. Je peux vous annoncer une date. Il sortira dès que ceux qui lui en veulent auront changé d'idée. Laissons la presse pour revenir au décret présidentiel qui dissout l'équipe nationale de football. Est-ce que ce n'est pas une lourde décision? Pas du tout. Le chef de l'État a pris la mesure qui s'est imposée. C'est d'ailleurs ce qui démontre que le chef de l'État est souvent assis devant son écran pour visionner les matchs de football. Voilà une compétition à laquelle cette équipe a participé. Premier match, nous sommes gagnés 5 buts contre 0. Deuxième match, nous sommes gagnés 6 buts contre 0. Troisième match livré, nous sommes battus 7 buts contre 0. Mais écoutez, je ne sais pas si vous vous rappelez des mathématiques. Appliquez une suite arithmétique à ce résultat pour voir que nous sommes partis pour entrer au palmarès de l'équipe qui aura écopé la pire des défaites. Si vous n'avez pas honte, alors sachez que le chef de l'État, lui, a honte. Mais de là à mettre toute l'équipe en prison dès leur retour de la compétition, c'est quand même... Le plus normal. La prison s'accompagne de 3 R. Réadaptation, réinsertion, réhabilitation. Le peuple va leur pardonner cette méforme, la colère aura baissé, ils pourront alors être réhabilités. D'autre part, le chef de l'État a mis une équipe de psychologues pour leur réadaptation. C'est ainsi que nos 2 gardiens de but vont être transformés en joueurs de handball. Nos 2 ailiers iront défier Usain Bolt. Notre attaquant qui donne le coup de tête aux gens au stade, il ira faire le catch. Nos défenseurs seront orientés vers les arts martiaux. Au cours de cette période, vous voyez bien qu'ils seront réinsérés. Maintenant que l'équipe nationale est dissoute, les joueurs qui évoluent dans le championnat sont inquiets. Ils ne doivent pas se faire de soucis. Le championnat se poursuit. Mais sans équipe nationale, ils ne peuvent pas évoluer. Chaque chose en son temps. Ils n'ont qu'à jouer d'abord, le reste appartient au futur. Ne craignez-vous pas les sanctions de la part de la FIFA? Écoutez, la FIFA est une association. Ce qui sous-entend que nous sommes libres d'y adhérer ou pas. L'équipe est dissoute.
Par conséquent, les cotisations que nous versions à cette association seront orientées vers le panier de la ménagère. Pour sortir de notre entretien, un rapport de l'Organisation des droits de l'homme dit ceci, je cite, « C'est un État qui a un liberticide énorme. Un État où on enferme toutes les personnes qui ne sont pas de la mouvance présidentielle, si elles ne sont pas purement et simplement tuées. » Que dites-vous d'un tel rapport? Qu'il est faux. C'est publié dans le rapport mondial de cette organisation. Celui qui a écrit ça n'est jamais venu chez nous. C'est une dame. La suite de son rapport parle de la période qu'elle a passée au pays. Vous êtes alors d'accord avec moi qu'elle ment? Voilà une dame qui dit que nous tuons tous ceux qui ne sont pas en accord avec le gouvernement. Comment est-elle encore en vie alors qu'elle a séjourné ici? Comment pouvez-vous dire de telles atrocités d'un pays et prétendre que vous y étiez et vous vous en êtes sorti indemne? A-t-elle fait la prison? Non. A-t-elle été violée? Non. Son rapport aurait été intéressant si elle était morte, ou au moins victime de sévices corporels. C'est donc faux. Archi faux. Merci, M. Diderot Yabito, de nous avoir accordé votre précieux temps pour venir élucider les arcanes de la présidence. Bien, mesdames et messieurs, notre émission touche à sa fin. Seulement, souvenez-vous bien, ne touchez pas à vos télécommandes, éteignez plutôt vos téléviseurs parce qu'il va y avoir une coupure d'électricité.